Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit TTSO qui décortique l'été aussi l'actualité américaine et les phénomènes culturels américains avec l'excellente Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifrit. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel hors-série d'été, un épisode un peu plus long et un peu plus culturel que d'habitude. Enfin culturel pas seulement, puisque dans New Deal la politique n'est jamais loin et que nous en parlerons certainement aussi. Alors, vous nous avez raconté récemment le désastre qu'ont été les travaux de réflexion de la Reflecting Pool, le bassin réfléchissant situé sur le Mall à Washington, des travaux lancés par Trump au printemps et qui ont produit une infestation d'algues vertes. Mais on n'a jamais abordé ensemble ces autres projets concernant la capitale, la grande salle de bal de la Maison-Blanche dont on entend régulièrement parler, son idée d'un arc de triomphe et d'autres encore. C'est pourquoi j'aimerais que nous parlions aujourd'hui des présidents bâtisseurs à Washington. Alors, on sait que les présidents français aiment laisser une empreinte de leur passage en lançant des grands travaux architecturaux à Paris. Existe-t-il une tradition comparable aux États-Unis et dont Trump serait aujourd'hui le dernier avatar ? Romain, cette tradition française, en réalité, n'a pas d'équivalent aux États-Unis. Beaucoup de présidents ont préféré laisser leur marque architecturale, si vous voulez, dans leur état d'origine. Souvenez-vous que les États-Unis sont ce vaste pays fédéral, on y reviendra. En ce qui concerne la capitale fédérale, donc, Washington DC, ce sont seulement certains présidents qui ont joué un rôle décisif, à commencer par le tout premier, George Washington. Oui, parce que c'est lui le père fondateur de cette capitale finalement sortie de nulle part. Oui, enfin pas complètement. La décision de construire cette nouvelle capitale a été prise par le Congrès. C'est le Residence Act de 1790. Pourquoi construire une nouvelle capitale ? C'est le résultat d'un compromis avec les États du Sud qui ne voulaient pas que la capitale reste à Philadelphie ou à New York où elle était alors installée. C'est donc George Washington lui-même qui a choisi le site de ce qui s'appelait à l'époque Federal City. Et puis après, il sera assisté de son secrétaire d'État, Thomas Jefferson, qui sera ensuite le troisième président. George Washington a également recruté l'architecte de la future ville, Pierre-Charles l'Enfant. Ah, c'est un nom français, ça. Absolument, il est né à Paris au Gobelin en 1754. C'est un architecte de formation qui s'est engagé dans la guerre d'indépendance avec Lafayette et, comme il était très intelligent et très remarquable, il a rapidement fait partie de l'état-major du général Washington. Il a passé ce très dur hiver de Valley Forge aux côtés du général Washington. Donc Washington le recrute pour être l'architecte de la ville en 1791. Mais alors c'est quoi son projet pour la ville ? Eh bien, cette ville fait partie des capitales construites de toutes pièces, un peu comme Brasilia. En l'occurrence, Pierre l'Enfant développe un projet idéal, utopiste, absolument typique des Lumières. Ses travaux rappellent un peu ceux de Claude-Nicolas Ledoux. Claude Nicolas Ledoux ? C'est un architecte qui a vécu à peu près 20 ans avant Pierre l'Enfant et qui a dessiné le plan des Salines d'Arc-et-Senans. Oui, dans l'Est, ou encore les rotondes du mur des fermiers généraux à Paris, la rotonde du parc Monceau, par exemple. D'accord. Pierre-Charles l'Enfant, donc, conçoit un plan géométrique avec un quadrillage de rues à angle droit. Je ne sais pas si vous avez été à Washington, Romain. Il y a des rues est-ouest qui sont listées par lettres, des rues nord-sud qui sont listées par numéro, et en diagonale, de grandes avenues qui portent les noms des États. Donc, il y a Wisconsin Avenue, Rhode Island, Pennsylvania, etc. Et au centre de ce grand plan, c'est très significatif, il n'y a pas la Maison-Blanche, il y a le Capitole. Le pouvoir législatif. Mais à propos du centre de Washington, ce qui revient souvent, c'est le Mall à Washington. On parle toujours du Mall qui sont cette espèce de Champs-Élysées de Washington. Est-ce que ça, c'était aussi dans les plans de Pierre l'Enfant ? Oui, Pierre l'Enfant avait prévu une grande avenue qui irait du Capitole jusqu'au fleuve Potomac et il y aurait sur le côté la Maison-Blanche. Mais les plans qu'il a dessinés n'ont pas été complètement appliqués, complètement terminés à l'époque. Pierre l'Enfant avait très mauvais caractère, il s'était fâché avec ses collaborateurs. Enfin, ces derniers n'étaient pas très faciles non plus. On raconte par exemple que en décembre 1791, ils ont cambriolé son bureau à Georgetown parce que Pierre l'Enfant ne voulait pas encore donner ses plans qu'il ne jugeait pas prêts. Quoi qu'il en soit, Pierre l'Enfant a quitté la commission architecturale au bout d'un an parce qu'il s'était fâché aussi avec George Washington. Et donc, la ville est restée largement inachevée et d'ailleurs insalubre pendant au moins un siècle. La ville de Washington a pris son aspect actuel monumental aux alentours de 1900 avec les travaux d'une nouvelle commission architecturale qui s'appelait la commission Macmillan, du nom d'un sénateur du Michigan.
Beaucoup de projets ont été relancés à cette époque-là, des bâtiments fédéraux, des parcs, dont notamment le mall dont on vient de parler. Le terrain, tel qu'il avait été délimité par Pierre l'Enfant, avait été vaguement organisé comme un parc à l'anglaise, mais la vérité, c'est qu'on y faisait surtout brouter les vaches. En 1902, donc, ce mall a été rétréci pour accueillir des musées de chaque côté. Ils sont gérés par la Smithsonian Institution. On a également installé le Lincoln Memorial et la Reflecting Pool, dont on parle tellement à ce moment-là. Pré-algues. Une chose qu'on peut dire ici, c'est que cette commission Macmillan a appliqué les idées du mouvement City Beautiful, qui veut introduire un genre de beauté civique dans les grandes villes américaines, avec des bâtiments néoclassiques, dans le style qu'on appelle Beaux-Arts en France à la même époque, de grandes perspectives monumentales. Enfin, la ville de Washington devient une capitale digne de ce nom, à ce moment-là, autour de 1900. Je vous rappelle que le thème du podcast, c'est les présidents architectes. On ne parle pas beaucoup de présidents pour l'instant. Mais si, parce qu'à la même époque, le président Theodore Roosevelt fait rénover de son côté la Maison-Blanche. Il y ajoute l'aile ouest, de West Wing, le bureau ovale, et il en fait une résidence véritablement présidentielle. J'ajoute en passant que la rénovation suivante de la Maison-Blanche aura lieu sous Truman. On est autour de 1949-1950. Lui va renforcer l'aile Est, que Trump vient de détruire, on va en parler tout à l'heure, là où seront les bureaux de la Première Dame. Alors, Teddy Roosevelt, on était autour de 1900-1910. J'imagine que par la suite, son neveu Franklin Delano Roosevelt a dû faire construire plein de choses à Washington dans le cadre du New Deal, puisque c'était les grands travaux. Exactement. Le New Deal, c'est une grande période de travaux dans la capitale, dans tout le pays en réalité, via les programmes fédéraux de création d'emplois pour les chômeurs. En ce qui concerne la capitale, il y a d'abord une amélioration des infrastructures, les routes, les ponts, les parcs, les bâtiments publics, dont les bureaux pour les fonctionnaires fédéraux qui sont embauchés en grand nombre à ce moment-là. Ces travaux, en réalité, débordent sur les années 40 et la Seconde Guerre mondiale, d'abord avec le Jefferson Memorial, qui est construit entre 39 et 43, le Pentagone, qui est construit de l'autre côté du Potomac entre 41 et 43, et puis, j'ajoute, le premier vrai grand aéroport de la ville, qui s'appelle à ce moment-là Washington National, aujourd'hui c'est Ronald Reagan, il ouvre en 1941. Ça, c'est les grandes infrastructures, mais est-ce que c'est aussi à cette époque qu'on construit le métro de Washington ? Non, le métro de Washington n'a ouvert qu'en 1976. La décision de le construire et les travaux datent très largement de la présidence de Lyndon Johnson dans les années 60. Je voudrais dire un mot de l'architecture de ce métro washingtonien qui est vraiment très particulière et je trouve très harmonieux, très joli. L'architecte s'appelle Harry Weese. Il a construit des stations monumentales en béton gris. On parle de style brutaliste qui est typique du XXe siècle, mais avec des voûtes en caisson et un éclairage indirect qui font un effet à la fois très sobre, très régulier, que je trouve pour ma part assez harmonieux. On parle d'ailleurs aussi d'architecture civique. Et puisqu'on parle du métro de Washington, Romain, je ne résiste pas à vous faire entendre le son de la fermeture des portes qui est l'un des plus jolis que je connaisse. Step back, doors closing. Alors, en prenant le métro, on arrive aux années 70, et depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont fait les présidents ? Ils ont marqué encore Washington de leur empreinte ? Eh bien, la vérité, c'est que de Carter jusqu'à Obama, les présidents ont pour l'essentiel ajouté des mémorials ou des musées sur le Mall. Il y a notamment le mémorial du Vietnam, de l'Holocauste, de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a un aussi pour Franklin Delano Roosevelt. On a aussi assisté à l'inauguration du musée des American Indians en 2004. Il y aura ensuite le musée des Africains-Américains en 2016. Mais en termes de bâtiments au travers de la ville, il n'y a pas grand-chose. Ces présidents se sont surtout concentrés sur la construction de leur bibliothèque présidentielle, le lieu qui accueillera leurs archives et qui honorera leur mémoire. Ces lieux sont généralement dans leur état d'élection. Absolument, et la tradition date de Franklin Roosevelt, qui a ouvert sa bibliothèque présidentielle
dans sa maison de famille située dans l'État de New York en 1941. D'ailleurs, on a entendu récemment parler de l'ouverture de la Fondation Obama à Chicago, terre d'élection d'Obama. Est-ce qu'il s'agit de sa bibliothèque présidentielle ? Exactement, à ceci près que dans le cas de cette fondation Obama, les archives ne seront pas physiquement sur place parce qu'elles ont toutes été numérisées. On pourra donc les consulter, mais de manière numérique sur place. La fondation accueille un musée et des espaces de conférences, de discussions civiques, etc. Bref, pour résumer sur tous ces présidents, on a la bibliothèque Carter à Atlanta, en Géorgie, celle de Reagan qui est en Californie, une bibliothèque pour Bush père et une autre pour Bush fils, toutes les deux au Texas, et puis Bill Clinton à la sienne à Little Rock, dans l'Arkansas. Alors cette liste nous amène à Donald Trump qui vient de l'immobilier, donc quel impact a-t-il eu ou va-t-il avoir sur la capitale fédérale ? Je pense que Trump va vraiment rester comme un président qui aura compté dans l'architecture de la capitale fédérale. Vous l'avez dit, c'est un promoteur immobilier, il a une très vaste expérience. Pendant son premier mandat, déjà, il avait acheté et transformé le bâtiment de la Poste en plein centre de Washington, un bâtiment splendide qui date des années 1890. Il en avait fait un Trump Hotel, mais bon, il l'a revendu depuis. Et alors maintenant, de ce second mandat où Trump n'a plus aucune espèce de corde de rappel, qu'est-ce qu'il fait d'un point de vue architectural ? Il veut laisser sa marque et de plein de manières. On a déjà parlé de ses déboires avec le Kennedy Center. Il a voulu en changer le nom à l'occasion d'un grand plan de restauration, mais il n'a pas eu le droit de le laisser finalement. On a aussi parlé des algues vertes de la Reflecting Pool. On y revient juste pour dire que les algues ont été enlevées. Trump crie au vandalisme. En tout cas, il va falloir refaire les travaux. Mais il y a d'autres chantiers, et il y en a quand même qui doivent bien se passer, non ? Oui, il a beaucoup de projets cette fois-ci. Le problème, à chaque fois, ce sont les méthodes qu'il emploie pour lancer les travaux. Commençons par la Maison-Blanche, sur laquelle le président a énormément de dessins. Il a d'abord remplacé la pelouse de la roseraie, le Rose Garden, par une terrasse en pierre avec des tables et des parasols. Ça ressemble un petit peu à la terrasse de Mar-a-Lago. Il a expliqué que les femmes portant des talons aiguilles s'enfonçaient dans le gazon. Bon, je veux bien entendre cet argument. Le développement le plus récent date de lundi 7 juillet. Le président a confirmé qu'il était en train de faire construire sur la pelouse sud de cette même Maison-Blanche une aire d'atterrissage en granit pour les hélicoptères, enfin pour l'hélicoptère de la présidence qui s'appelle Marine One. Il a précisé que les travaux seraient entièrement financés par Sikorsky Aircraft, une filiale de Lockheed Martin. Mais ça, c'est de la petite bière, puisque maintenant je vous propose qu'on passe au sujet de l'aile Est qui a été détruite pour accommoder deux projets présidentiels. Le premier, c'est la salle de bal. Trump veut une salle de bal digne de la présidence américaine. On pense, d'après les plans actuels, qu'elle fera 8400 mètres carrés. Un gros bal. Mais il veut aussi agrandir le bunker qui a été créé dans le sous-sol de cette aile Est au début de la Seconde Guerre mondiale. Le bunker, c'est vraiment une panic room où tout le monde peut se réfugier en cas d'attaque aérienne, par exemple. Ça n'est pas la Situation Room. Non, la Situation Room, qui est une salle de contrôle, est située pour sa part sous l'aile ouest de la Maison-Blanche. Pour l'instant, il n'y a pas touché. Trump annonce des financements publics pour le bunker, notamment des financements retirés du budget de la CIA, mais des financements privés pour la salle de bal. Bon, ces projets ne sont pas forcément scandaleux. Ce qui est certain, c'est qu'une salle de bal rompt un peu avec la sobriété habituelle des présidents américains. Ce qui est problématique, c'est que tous ces travaux ont commencé sans aucune consultation ni autorisation. L'aile Est a été détruite en octobre 2025, avant des recours judiciaires qui ont interrompu les travaux. Bon, aux dernières nouvelles, ils viennent de reprendre. On va voir ce qui se passe. Oui, et puis le budget de la ballroom explose complètement. Il est régulièrement revisité à la hausse et plus qu'à la hausse encore. Mais ça, c'est pour la Maison-Blanche. Mais en dehors de la Maison-Blanche, Trump a aussi d'autres projets, non ? Oui, absolument. Il veut construire, vous en avez certainement entendu parler, cet arc de triomphe inspiré par l'arc de triomphe à Paris, mais qui serait plus grand, 76 mètres contre 50 mètres. Et on l'appellerait l'arc de Trump. En tout cas, c'est comme ça qu'il est déjà surnommé dans les journaux.
Il sera ou il serait construit de l'autre côté du Potomac, dans le prolongement du Mall, juste avant le cimetière d'Arlington. La controverse est ici plus importante, parce que d'abord, c'est un projet d'auto-célébration pour le président qui est quand même difficilement justifiable. Et surtout, le Congrès doit donner son autorisation, car il s'agit d'un terrain fédéral. Et dernier point, cette construction assez haute risque de gêner les avions qui se posent à Reagan Airport. Je termine avec un dernier projet présidentiel, enfin pour l'instant, concernant la ville de Washington, c'est le golfe de East Potomac. Il y a un golfe public qui existe sur cette petite presqu'île du fleuve Potomac et Trump veut le transformer en un complexe de golf de niveau international pour faire de grandes compétitions. Le golfe resterait public, mais il serait sans doute beaucoup plus cher, il prendrait toute la place sur cette petite presqu'île et il serait certainement moins accessible pour les habitants dans la ville. Les travaux doivent commencer le 1er septembre. Là encore, les associations craignent qu'ils ne démarrent sans aucune autorisation pour mettre les gens devant le fait accompli. Oui, Trump est un président bâtisseur pour la capitale, mais c'est avec des méthodes sans doute apprises à New York dans les années 80. Mais pour en finir avec Trump, est-ce qu'il veut aussi une bibliothèque ? Parce qu'on n'en a pas parlé. Et s'il en veut une, où est-ce qu'elle serait ? À New York, au Mont Rushmore ? On sait que Trump voudrait ajouter son visage à ce monument. Oui, ça c'est sûr. Eh bien, apparemment, il y a déjà pensé et sa bibliothèque serait en Floride. Mais attention... Au lieu culturel ? Oui, ça tombe bien parce que le président, j'ouvre les guillemets, ne croit pas aux bibliothèques ou aux musées. Quelle surprise. Il a donc prévu de faire un hôtel. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir le projet. Il a été mis en ligne en mars dernier. On voit une grande tour en verre sur le front de mer de Miami. Vous pourrez aussi, d'ailleurs, sur ce site, faire une donation. Je n'y manquerai pas. Et sur ce, je vous remercie Laurence et je vous laisse retourner à votre cours de tennis, à votre séance de pilates, à votre matelas ou à votre mojito. Pour ma part, moi, je me rendors aussi pour ma sieste. Et je vous dis à la rentrée. Merci Romain. Très bonnes vacances à vous et à tous les auditeurs. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.